Bonjour, bonjour. Alors voilà, bienvenue dans les mardis de l'immigration. Aujourd'hui, je voulais un peu vous partager l'hiver au Québec, l'hiver à Montréal. Alors comme vous pouvez le voir, je suis dans la rue, il neige. Donc les paysages sont absolument sublimes. Et en fait, j'avais très envie de vous parler de la façon dont on s'habille et le fait que en hiver, il va falloir un peu oublier les escarpins, les bottines en daim et plutôt penser boots de neige, bottes de neige, éventuellement bottes en caoutchouc, bottes de pluie que vous pouvez porter lorsque la neige fond. Et je vais partager un peu avec vous les paysages aujourd'hui avant de retrouver Valérie qui nous attend en studio et qui va être prête pour l'enregistrement. Donc voilà, c'était important pour moi de partager tout ça avec vous. Alors voilà, les superbes paysages enneigés. Alors vous voyez les routes, les voitures qui circulent. Donc voilà, comme vous pouvez constater, c'est quand même plutôt bien déneigé. Les trottoirs ne le sont pas encore, mais ça va pas tarder. Tout simplement, pour vivre au Québec l'hiver, ce qu'il faut déjà, c'est aimer la neige, parce qu'il y a beaucoup de neige. Et surtout, ne pas avoir peur du froid, parce que le froid, en fait, les vêtements ici sont quand même plutôt bien faits. Alors c'est sûr que si vous êtes plutôt du genre à vouloir vous balader avec une petite paire de baskets, votre petit manteau d'hiver en laine ou en cachemire ou voilà, si vous n'investissez pas dans un manteau, on va dire acheté au Canada ou au Québec, c'est sûr que vous risquez d'avoir un peu froid, mais le froid est plus que supportable et on vous le répète plusieurs fois depuis maintenant pas mal de temps, il faut jouer à la couche de l'oignon. Je m'habille, je me déshabille, je mets mon manteau, j'enlève mon manteau et vous verrez, il existe des systèmes de manteaux très sympathiques. Les systèmes de manteaux donc, qui existent sont des systèmes notamment où vous avez des bretelles. C'est-à-dire que vous pouvez enlever votre manteau et puis décider de le porter comme un sac à dos en fait, dans le métro, dans les magasins, ce qui vous permet de ne pas avoir trop chaud. Et puis ensuite, une fois que vous ressortez dehors, vous réenfilez votre manteau, vous le refermez. Et voilà, et ça vous permet en fait de supporter en fait ce manteau. Par contre, ce qui est très important, c'est vraiment de porter des bottes de neige. Si vous ne portez pas de bottes de neige, ça risque d'être vraiment embêtant parce que vous risquez d'avoir froid aux pieds, d'avoir les pieds mouillés. Maintenant, c'est faisable, hein, je veux dire moi, mais je connais beaucoup d'adolescents autour de nous qui refusent de porter des grosses chaussures de type Timberland ou même des bottes de neige fourrées et qui sont tout le temps en basket. Donc ils ont froid. Donc c'est faisable, on peut avoir froid si on est prêt à le supporter. Mais si vous ne voulez pas avoir froid, c'est tout à fait possible et envisageable. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie pour aujourd'hui de partager ce petit moment hivernal avec vous. Regardez comme c'est joli. C'est un joli moment et on va se retrouver maintenant avec Valérie, avec laquelle on va répondre à la question du jour et pouvoir échanger à nouveau sur les différentes façons d'immigrer ici au Québec et au Canada. Voilà. Et un petit rappel qui me paraît vraiment important, qui est quand même de faire très attention des services des personnes que vous utilisez. Lorsque vous décidez de lancer votre immigration, vous pouvez vous débrouiller seul sur le site du Midi. Vous pouvez trouver des sites internet, des vlogs, des blogs sur lesquels vous allez trouver des informations. Et également, vous allez parfois être contacté par des compagnies, vous allez vous-même contacter des compagnies. Faites quand même très attention de ne pas vous faire
attraper, avoir et vérifier toujours que ces personnes existent, qu'il y a un numéro d'accréditation, enfin un numéro notamment pour tout ce qui est consultant réglementé en immigration canadienne ou même avocat. Il est extrêmement important que vous vérifiez que cette personne a bien un numéro enregistré et qu'elle fait bien partie de l'ordre professionnel, soit de l'ordre professionnel des avocats, soit de l'ordre professionnel des notaires, soit de l'ordre professionnel des consultants réglementés. C'est vraiment important. C'est vraiment... J'ai une mise en garde vraiment à vous faire. Ce qui est de pas dépenser d'argent tant que vous n'avez pas la certitude que la personne avec laquelle vous allez lancer votre projet soit une personne qui soit régie par l'ordre professionnel auquel elle doit être affiliée, que cette société soit une société réelle. Généralement, lorsque vous allez sur les sites internet de ce genre de société, vous devez avoir des photos, des noms de personnes. Si vous n'avez pas tout ça, attention, hein, je peux éventuellement, si vous voulez, regarder pour vous, faire des recherches. Mais vraiment, voilà, je vous conseille quand même de faire très attention. L'immigration, c'est un rêve pour beaucoup de personnes. C'est souvent, on a tellement envie qu'on est prêt à tout pour arriver. Et être prêt à tout, ça veut aussi dire payer une compagnie qui n'existe pas, se faire avoir. Et malheureusement, comme dans tous les pays, il y a des arnaques et on peut ne pas y couper. Donc voilà. Donc constatez comme c'est joli ces paysages d'hiver. Donc en hiver, je vous le répète, on joue à la couche de l'oignon, on se couvre bien. Certains portent de la fourrure, certains n'en portent pas. On en a déjà parlé. C'est vrai que des personnes ont du mal à comprendre, mais dites-vous que porter de la fourrure au Québec, ce n'est pas choquant. Le Québec a fait partie et s'est enrichi justement grâce au commerce de la fourrure. Ça a permis de faire vivre des familles entières dans le Grand Nord canadien et dans le Grand Nord du Québec aussi, hein, toutes ces Premières Nations qui chassaient pour justement pouvoir fournir de la fourrure à l'Europe. Et puis également maintenant ici pour tout ce qui est vêtements au Canada. Donc ne soyez pas choqués, ça fait partie de l'habillement. Et puis il faut savoir que quand il neige, cette fourrure justement qui est ici vient rattraper en fait la neige, ce qui permet de ne pas se la prendre dans la figure. Voilà, donc vraiment il n'y a pas de... Enfin je veux dire, c'est une culture qui est très différente. Certains n'en portent pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui vont avoir une capuche en fourrure autour de la tête qu'une capuche en synthétique autour de la tête. Voilà, donc ne soyez pas choqués, prenez du recul par rapport à ça et dites-vous une chose, c'est que c'est aussi une façon de participer à l'économie de ce pays. Voilà, donc pas de choc, pas de... Maintenant, voilà, hein, je peux comprendre que ça puisse en gêner certains, mais ça tient chaud et ça nous protège. Donc voilà pour ce qui est du manteau, pour ce qui est des chaussures. Donc je vous l'ai dit, une bonne paire de bottes qui monte un petit peu. Et surtout, alors l'astuce la plus extraordinaire que j'ai découverte ici, c'est la semelle en laine de mouton que vous pouvez glisser dans toutes vos chaussures et qui vous permet d'avoir chaud aux pieds. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite après la pause avec Valérie. À tout de suite. Conseil de pro vous est présenté par Valérie Flatt, consultante réglementée en immigration canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour Géraldine. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Bon, le verglas? Le verglas, écoute, patinage artistique, on fait ce qu'on peut sur les trottoirs, mais je suis arrivée jusque chez toi, donc voilà. Génial. On y est arrivé. Alors, la question du jour. La question du jour, en fait, c'est Samantha qui la pose et qui demande qui peut nous représenter. Alors, à ce sujet, c'est une fois n'est pas coutume, mais je vais quand même vous lire une partie d'un message que j'ai reçu.
Donc je me suis retournée dernièrement vers, je ne citerai pas la compagnie par souci de professionnalisme, qui m'a encore fait une évaluation d'éligibilité positive après avoir versé 800 € et me demande maintenant 1300 € pour m'envoyer les documents nécessaires pour monter mon dossier. Sachant que cette personne, ça fait 3 ans qu'elle essaye de monter un dossier et d'arriver ici. Et donc cette compagnie... Elle lui a déjà demandé 800 Voilà, et donc maintenant elle est 800 € réticente. pour l'évaluation. Voilà, donc L'évaluation, on en a parlé quand même il y a de ça 2 semaines. Vous pouvez la faire en ligne, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer 800 € pour se faire évaluer, pour voir si on répond au moins à un profil. c'est ça. Bon, c'est vrai qu'après ça, il y a évaluation, parce que vous allez peut-être vous évaluer positivement, alors qu'un agent va peut-être vous évaluer négativement, mais a Vous allez priori... peut-être vous inventer une vie ou Voilà, non, c'est mais vrai que... on en avait parlé, si vous êtes quand même assez raisonnable, il y a forte chance que l'évaluation reflète la réalité. C'est ça. Donc maintenant, qui peut vous représenter? Alors, excuse-moi, je me permets de te couper. Cette évaluation en ligne, c'est toujours sur le site www.immigration-québec.gouv.qc.ca voilà. et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà, On ne paye pas 800 € pour se faire évaluer. C'est ça. Après ça, on peut se rapprocher d'un professionnel éventuellement pour confirmer son évaluation. Mais dans un professionnel qui est réglementé et qui... on va voir ça en fait. Il y a trois... En fait, vous pouvez vous faire aider gratuitement par n'importe qui, ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous allez payer, personne ne peut vous représenter sauf un avocat, un notaire du Québec ou un consultant réglementé en immigration. Un notaire du Québec également Oui, peut... les notaires du Québec peuvent. Mais il faut quand même qu'il soit... Faut qu'il ait de l'expérience, donc c'est sûr que tous les notaires ne sont pas en mesure de pouvoir vous aider parce qu'ils n'auront pas l'expérience requise pour répondre à vos questions. Mais les avocats en immigration, il y en a qui sont spécialisés en immigration, donc c'est pareil, il faut chercher quand même. Le consultant réglementé en immigration, a priori, lui, c'est son métier. C'est son métier, il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Après ça, les avocats, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins spécialisés et les notaires de même. Donc il suffit de demander, de chercher, de magasiner. Et il faut quand même qu'ils soient référencés tel que toi au CRI. Non, à partir du moment où ils font partie du barreau des notaires ou des avocats, ils ont le droit. Ils ont le droit. Enfin bon, s'ils ne connaissent pas les nouvelles... c'est ça. Après ça, ils se forment ou pas en la matière. D'accord, alors personnellement, pour une personne qui... non, alors même de façon un peu journalistique, et le fait d'avoir fait des recherches et puis interroger des gens et discuter, je ne peux que vous conseiller de vraiment faire appel à un consultant qui est réglementé en immigration canadienne. Mais bon, ça c'est mon avis personnel et qui te... Voilà, ça c'est vraiment moi, du côté de Montréal qui le dit. Attention quand même de pas aller payer des choses et puis derrière que la personne n'ait pas la connaissance et puis que votre dossier tombe à l'eau. Quoi. Oui, donc, ou que vous payez une personne puis en fait il y a quelqu'un derrière qui fait le travail aussi. Donc il faut faire attention parce qu'un avocat en fait il peut vous dire nous dans notre bureau on fait le travail puis en fait c'est un consultant derrière qui fait tout le travail. Donc on paye double salaire en fait. De toute manière ça sera toujours plus cher un avocat et puis derrière finalement c'est un consultant qui fait le boulot. Donc faut vérifier qui va vraiment gérer le dossier, qui va s'occuper de votre cas à vous et s'assurer que vous payez vraiment pour un service rendu digne de ce nom. D'accord, voilà. Donc ça c'est important. Donc, et à partir de là, donc, une fois que vous avez choisi qui peut vous représenter, faites attention parce qu'il y a beaucoup d'organismes, comme cette personne, là on ne sait pas trop qui est derrière. C'est ça, on a fait des recherches et je vous avouerai qu'il y a... aucune transparence. C'est ça. Donc cherchez vraiment à savoir qui est derrière l'organisme, qui va s'occuper de votre dossier. Si cette personne est un notaire, avocat ou un consultant réglementé, toute cette information, elle est sur le site web du Midi. Toujours le même site. Oui, on peut les retrouver. Alors, le Midi pour le Québec et au niveau fédéral, vous allez sur le site de CIC, www.cic.gc.ca. Et là, vous cherchez dans le moteur de recherche représentant. Vous tapez représentant, il y a une page entière d'informations sur qui peut vous représenter avec les liens directs pour savoir si effectivement l'avocat est bien sur le barreau des avocats parce qu'il y a des gens qui se déclarent avocats qui ne sont même pas au barreau. Non plus. Puis imaginez avec 6000 km pour que vous alliez les rechercher, les retrouver une fois que vous avez déjà fait votre versement parce que on ne se le cache pas, on vous fait tous payer à l'avance pour être sûr d'être payé. Je veux dire... que ce soit Valérie ou même moi, quand ça m'arrive de faire des petites séances de conseil, on se fait payer à l'avance. Donc allez payer un avocat à qui vous allez verser 2000, 3000 $ et puis finalement il n'est pas avocat et vous récupérerez jamais votre argent.
je peux vous dire qu'avec les 6000 km qui nous séparent, ça... Non, il faut faire des vérifications. Donc, on vérifie que l'avocat, effectivement, est inscrit à son barreau. Pareil pour le notaire. Et le consultant réglementé, il y a aussi un ordre. Il y a un ordre qui réglemente les consultants. Donc, vérifier que le consultant est actif. Ah oui, puis qu'il est actif parce qu'il peut être inscrit, mais inactif. Ah oui, de plus avoir repayé son... Oui, voilà. C'est ça. Pareil pour les avocats et les notaires. Donc, c'est ça. S'ils ne repayent pas, en fait, leur cotisation. Leur cotisation annuelle. Ouais, voilà. On ne fait plus partie de l'ordre. Donc en fait, il faut donc bien vous n'avez vérifier. pas de protection. Exactement. Donc il faut vraiment vérifier que la personne qui va vous représenter est légalement apte à le faire. C'est ça c'est vraiment très important. Il y a des ordres professionnels qui régissent les métiers et donc c'est valable pour un certain nombre de métiers. On en parlait dans l'émission d'il y a 2 semaines également, ou de la semaine dernière, je ne sais plus exactement, où on vous parle des ordres professionnels. Et vraiment ça, c'est important de savoir qu'un ordre professionnel, le professionnel doit chaque année reverser une somme, repayer sa cotisation s'il ne paye pas une assurance. Et s'il ne paye pas cette cotisation, cette assurance, il ne, il ça veut veut dire droit d'exercer. C'est ça. Donc il ne peut plus exercer. Ça veut dire qu'il vous n'êtes pas garanti par le travail qu'il va réaliser. Donc, et je veux dire, ici au Québec, c'est très très clair. Je veux dire, on a les informations, on peut avoir les emails des gens, on peut trouver les informations, comme tu dis, sur les sites des gouvernements d'Immigration Québec ou d'Immigration Canada. Donc, il n'y a pas de faux semblants, personne ne se cache derrière des choses. C'est d'ailleurs très confortable de dire qu'on peut contacter directement les gens. Alors, sur ces sites où il n'y a personne, effectivement, il n'y a pas une personne de contact. C'est ça. Là, Samantha, c'est compliqué. Là où elle est allée, c'est vrai qu'on a trouvé personne, pas de contact, pas de photo, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui représente la société, c'est ça. Qui sont les professionnels derrière tout ça. Très, très bizarre. Ouais, donc ça, on ne vous conseille pas d'y aller. En fait, si vous n'avez pas un contact direct avec une personne que vous pouvez tracer, n'y allez pas. Dans la propos, si vous n'avez pas le nom de la personne, etc., son histoire, que vous n'en savez pas un peu plus sur elle, que vous n'avez pas vraiment une image et que derrière cette image, vous pouvez aller regarder sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou ce genre de choses sur des réseaux sociaux, voir si ce sont des gens qui existent. Actifs. Exactement comment... Voilà. Non, on ne recommande pas du tout. Non, parce que moi, ça, ce sont des histoires d'horreur qu'on entend et ça, c'est pas... Non, ça puis ça donne une mauvaise image aussi du Québec et même du Canada, où en général, on a plutôt tendance à dire qu'on vit dans le monde des bisounours et qu'on se fait pas arnaquer, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ça peut arriver sur l'immigration où vraiment les gens jouent beaucoup avec Mais en même temps, les sociétés ne sont pas forcément au Canada. C'est vrai. Parce qu'un avocat pourrait très bien être en France. Il y a des avocats d'immigration canadienne en France. Qui font de l'immigration. Des consultants réglementés en immigration canadienne qui ont leur bureau en France, en Belgique, en Suisse, en Europe et puis partout dans le monde. Oui, j'avais entendu au Maroc aussi, une personne est arrivée, elle est passée par un avocat au Maroc qui s'est occupé de tous ses papiers, etc. et qui a tout transmis. Et en fait, elle a réussi à immigrer grâce à une personne qu'elle a trouvée dans son... on peut. Enfin, on est libre d'aller ouvrir des bureaux partout sur la planète. Donc on peut effectivement, il y a des consultants qui ont des bureaux un peu partout et puis qui se déplacent, qui font de la consultation partout. Donc regardez autour de vous, si ça se trouve il y a des gens proches de vous aussi, il n'y a pas de souci avec ça. C'est vrai que maintenant avec la technologie on peut faire des consultations en ligne et que c'est très pratique de parler aux gens par Skype et de les conseiller. Par contre, sachez aussi qu'un consultant réglementé en immigration, il y a la partie fédérale et la partie provinciale. Donc un consultant réglementé en immigration qui serait sur l'ordre des consultants n'est pas forcément apte à vous renseigner sur le Québec. Québec a son propre ordre. Donc il faut être inscrit sur les 2 ordres. D'accord, toi tu es inscrite sur les 2 ordres. Exactement. Ouais, donc sur la page du Midi, en fait, il y a les représentants pour le Québec. D'accord. Et donc sur la page du fédéral, c'est le fédéral. Donc on peut pas faire. Par contre, on peut pas faire juste Québec. On est forcément et fédéral et Québec, mais on ne peut être que fédéral et pas forcément Québec. Donc, et dans ces cas-là, ne pas connaître forcément les réglementations liées au Québec. Et ils n'ont même pas le droit de conseiller sur le Québec. Ah, en plus, ils n'ont pas le droit de conseiller. Ouais. Et il y a un formulaire quand vous faites les demandes qui vous demande en fait de lister qui vous a aidé dans vos démarches. Et vous êtes mieux de le remplir. C'est-à-dire que si à un moment le gouvernement découvre par X raison que vous avez fait en fait vos démarches avec l'aide de quelqu'un qui n'était pas légalement, qui ne pouvait pas légalement vous représenter, vous risquez de perdre gros.
Alors, qu'est-ce qui se passe si, admettons qu'ils mettent c'est grâce aux vidéos et aux émissions du côté de Montréal Là, on les aide, c'est du conseil, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est ça, d'accord. Et puis en plus, on ne les aide pas dans leur démarche proprement dite, là c'est du d'accord, conseil la démarche, global. c'est vraiment remplir les papiers, remplir les formulaires. D'accord. Donc, si quelqu'un vous dit, il va falloir que vous obteniez votre CAQ, votre CSQ, là, ça reste de l'ordre du général. D'accord. Maintenant, si la personne commence à vous dire, on va descendre tel formulaire, puis je vais vous dire comment le remplir. Comment le remplir, donnez-moi vos documents. Si c'est gratuit, tout va bien, mais dès que c'est payant, ça va plus du tout. C'est ça. Donc, voilà, donc si vous payez quelqu'un pour vous aider à remplir les formulaires pour obtenir un permis ou un visa pour venir vivre au Canada ou au Québec, il faut vous assurer donc que cette personne est légalement apte à vous représenter, parce qu'il y a toujours des histoires d'horreur qui surgissent là, des gens, pas tellement pour l'Europe, plus pour l'Asie, l'Inde et tous ces pays où là il y a je sais plus combien de centaines de personnes à qui on a juste demandé de rendre leur citoyenneté canadienne parce que la personne qui les avait aidés à obtenir leur citoyenneté canadienne n'était pas apte à les représenter. Non. Si. Parce que ça va loin, parce que ce sont des cas qui ont peut-être 10-15 ans. Et tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a quelqu'un qui a fait ça en masse. Là, j'avais partagé il y a un an sur Facebook cette histoire. Non, mais il y en a eu 2 ou 3 qui sont ressortis déjà là, cette année. Donc là, c'est vrai que le gouvernement s'attaque vraiment aux gros poissons, on va dire. Mais petit à petit, ils vont s'attaquer de plus en plus en fait aux petits joueurs. Quoi. Bah oui. Aux petits joueurs. Donc les gros poissons, ils sont déjà dans la mire. C'est ça. Et je peux vous dire que moi, j'ai des personnes qui me suivent du côté de Montréal. Alors j'essaye d'être très vigilante, de voir que d'essayer de voir si les gens se font pas de l'autopub ou des choses comme ça en allant mettre des commentaires. C'est vrai que je sais qu'il y a des personnes qui ont été approchées du côté de Montréal par une société complètement fictive qui n'existait pas. Et donc pour les aider dans l'immigration. Okay. Donc dites-vous une chose, c'est que si jamais vous voulez avoir du conseil venant du côté de Montréal, vous m'envoyez directement un mail à geraldine@ducotédemontréal.com et je m'achargerai personnellement de vous mettre en contact. Alors sachez que le consultant d'immigration, ce sera Valérie, mais voilà, si vous avez besoin d'autres conseils, de choses peut-être plus différentes, l'agent immobilier, etc. Voilà, vous pouvez, et puis pareil, faire les mêmes demandes aussi à Valérie. Donc, oui, parce on a un cercle, on a des cercles de connaissances. C'est ça. Mais en même temps, dans tous les domaines, choisissez bien votre professionnel, parce que c'est valable dans tous les domaines, que ce soit l'immobilier, l'assurance. Il faut s'assurer qu'on a affaire à un vrai professionnel et pas juste un charlatan. Un charlatan. Ouais, voilà. Donc en fait, la leçon du jour, c'est faites vos recherches, magasinez, parce que tout le monde ne charge pas les mêmes tarifs non plus. C'est important de prendre son temps et de choisir quelqu'un. Moi, je dis toujours, on choisit son consultant ou son représentant comme on choisirait un médecin ou un psychologue. Complètement. Il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse. On ne travaille pas avec quelqu'un de virtuel sur un site où il n'y a pas de photo, il n'y a personne derrière. Et on n'envoie pas son argent à n'importe qui non plus. Quoi. Il faut qu'il y ait vraiment une confiance qui s'établisse, une relation réelle de client à professionnel et sérieuse. Voilà. Mais d'ailleurs, tu as eu des visites ? Ah oui, j'ai eu des visites charmantes cette semaine. D'abord, j'ai eu Delphine et Sébastien qui ont débarqué pour un petit café. Et eux, ils étaient en voyage de prospection. Alors, je les félicite parce qu'ils ont fait le grand saut à force de nous écouter des fans. Génial, fans merci. Qui sont venus voir qu'est-ce que c'était. Non, mais eux, ils ont même avancé dans leur projet parce qu'ils ont réussi déjà à obtenir... ils sont en phase 2, là, ils vont obtenir leur permis d'études. Et puis ils t'ont dit qu'ils suivaient l'émission. Ah oui, ils suivent. C'est génial. Et puis c'est grâce à nous qu'ils font tout ça. Il y a aussi Virginie et Clément, eux, c'est incroyable. Eux, ils ont pris pour eux, ils ont dit on va aller passer 6 mois au Canada pour voir ce que c'est que la vie. Puis génial. À force de nous écouter, c'était dit, on mise sur l'anglais, Toronto, on va aller passer 6 mois à Toronto. Puis en fait, ils m'ont dit, mais Valérie, c'est ridicule, on est venu passer 10 jours à Québec, dans la région, la province de Québec, pour découvrir le Québec. On est tombé en amour, mais pas sur les grandes villes du tout, sur la campagne. Génial! Donc là, ils sont en train de se chercher une demeure perdue au milieu de la campagne. Génial! Donc ils vont aller en région. Faites toujours appel à nous si vous cherchez du boulot en région. Et ils ont dit, on vous donnera les bons filons. Vous nous avez dit d'aller voir en région, on est allé en région et on va y rester. Ouais. Donc ils sont contents. Ah c'est bien, je suis contente. Oui, puis j'ai Catherine et Jean-Marc. Alors eux qui sont des fans, mais eux, ils nous regardent en boucle. Ils nous trouvent drôles en plus.
Donc eux nous regardent en boucle. Et Catherine et Jean-Marc, eux, ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent dur sur leur projet. Et puis là, ils étaient partis sur quelque chose. Puis grâce à nos émissions, ils se sont dit, mais non, on est parti sur la mauvaise voie, il faut qu'on fasse autrement. Et là, ils sont motivés. Là, je sens qu'en septembre, ils sont là. Enfin, même cet été, ils vont être là. Et j'ai reçu un petit email aujourd'hui de Marianne qui veut nous voir toutes les deux en février. Donc voilà, c'est super. Donc, c'est sympa de savoir qu'il y a des gens qui en fait concrétisent leurs projets. Et grâce à ça, écoutez, je suis on est heureux et puis fiers. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos questions, comme vous pouvez le remarquer, on y répond, on reçoit soit par mail, soit sur le Facebook, soit sur le YouTube. Donc vraiment, posez vos questions, on les pioche. Pour l'instant, c'est assez simple parce que comme on ne reçoit pas 10 000 questions par semaine, on arrive à les traiter. Donc vraiment, allez-y, posez vos questions. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Au moins, vous serez avertis tout de suite du lancement de la nouvelle émission. Et puis, on se retrouve avec Valérie la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine. La parole est à vous est présentée par Du Côté de Montréal, partenaire de votre immigration. Bonjour Myriam. Bonjour Géraldine. Bienvenue. Merci. Merci de participer au Mardi de l'immigration. Avec plaisir. J'aimerais que tu partages avec nous, si tu veux bien, ton cheminement jusqu'ici et si possible que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a fait quitter la France et pourquoi est-ce que tu as choisi Montréal et le Canada. D'accord. Alors, commençons par le commencement. On a choisi de quitter la France en avril 2014, au lendemain des élections européennes. D'accord. Quand on voyait ce qui se préparait au niveau politique, on s'est dit qu'il était temps de partir et qu'il était temps de quitter l'Europe, puisque la moitié de l'Europe tournait mal, que ça ne s'arrange pas. Donc voilà pourquoi on a souhaité partir. Voilà pourquoi on a exclu toute l'Europe. Donc il nous restait quelques continents. On ne se voyait pas en Afrique et en Asie. Donc il nous restait que l'Australie, mais c'est le même problème. On ne se voyait pas là-bas non plus. Donc il nous restait que le continent américain. Les États-Unis, c'était hors de question parce que pour moi, avoir des armes chez soi... de façon légale. Ça ne correspond pas du tout à mes valeurs. Et puis, partir d'un pays dans lequel on ne se sent pas en sécurité pour aller dans un autre dans lequel on ne se sent pas en sécurité non plus, il n'y a pas d'intérêt. Donc, on a enlevé les États-Unis, il nous restait le Canada. Voilà. Ou le Brésil, le Mexique, Cuba, voilà, mais c'est ça. Non, il nous restait le Canada. Et pourquoi Montréal ? Parce que c'est une très grande métropole et qui en plus est bilingue. Et ce côté bilingue nous attirait énormément, d'une part parce que nous on ne l'est pas du tout, donc le côté francophone nous plaisait pas mal, et aussi pour pouvoir améliorer notre anglais, et c'est vrai que même si on ne parle pas au quotidien en anglais, on l'améliore de toute façon, moindre que si on était à Vancouver ou à Toronto, mais tout de même. Oui. Et donc voilà, on a débarqué à Montréal. Alors sur quel visa ? Étudiant. Et est-ce qu'avant de débarquer à Montréal, vous aviez fait un voyage d'investigation ? Vous étiez venu une ou deux fois ? Oui. Comment ça s'est... Oui. Quand on l'a décidé en avril 2014, l'été qui a suivi, on s'est dit qu'on allait faire 3 semaines à Montréal. D'accord. Sachant que l'été qui précédait, on l'avait passé au Québec, quelques jours à Montréal. On avait vraiment beaucoup aimé Montréal. Et sa quiétude et ses espaces et... Voilà, Montréal nous avait vraiment bien tapé dans l'œil. Donc, l'été suivant, on s'est fait un été à Montréal. D'accord. Pour pouvoir aussi prospecter, voir les quartiers qui nous plaisaient le plus, voir d'un point de vue professionnel ce qu'on voulait faire au départ. Parce qu'au départ, l'idée, c'était pas de partir en tant qu'étudiant. Il y avait un projet professionnel. Et à la lumière des complications concernant les visas en tant qu'entrepreneur, on s'est dit qu'il fallait trouver autre chose. Une résidence permanente, c'était pas envisageable parce que c'est beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. C'est 3 ans.
Moi qui ai du mal à attendre une semaine pour faire quelque chose, attendre 3 ans, c'était même pas envisageable. Donc déjà là, il a fallu attendre 1 an pour tout mettre en place. Et puis, une fois qu'on a passé l'été ici, eh bien, on a œuvré pour que tout se fasse correctement l'été suivant. D'accord. Donc on est revenu même en hiver pour voir ce que c'était que l'hiver québécois. Donc on est venu en plein mois de janvier. On s'est dit on va aller au plus froid. Et puis on a fait des balades de 3 heures à -20, -30. Et Bien couvert et c'était gérable. du moment qu'il n'y a pas de vent, c'est vraiment gérable. C'est ça. Faut pas avoir de vent. Vous êtes donc venu en famille. Mhm. Tu avais déjà un de tes enfants qui étudiait ici, semble-t-il, Non. ou pas du tout? En Comment- fait, mon fils aîné avait le rêve de venir s'installer à Montréal depuis son enfance, pour une raison qu'il ignore complètement. Donc c'est vrai que ça a été aussi un choix pour nous. C'est qu'on s'est dit, si lui il y va, autant qu'on soit tous au même endroit. D'accord. Mhm. Et alors donc toi tu as repris des études de théâtre, c'est ça? Oui, d'art et lettres, option théâtre. D'accord. Et ce sont des études qui durent combien de temps Là, c'est un DEC général, donc c'est un DEC préuniversitaire, ça prend 2 ans. Mais ça pourrait prendre plus si je décide de mettre des cours sur plus de sessions, mais normalement c'est 2 ans. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été tes ressentis une fois que tu es arrivé ici, que tu avais ton visa, donc tu étais... Voilà, tu arrivais, c'était un début d'une nouvelle vie. Comment ça se vit, comment ça se passe cette immigration, ces premières années? Ça fait maintenant... 2 ans et demi. Voilà. Mais ça se passe plutôt bien, je suis encore là. Non, je suis ravie, je suis vraiment ravie. Effectivement, c'était un changement de vie total. Je me suis retrouvée avec des jeunes de 17, 19 ans. Il y en avait 1 ou 2 qui avaient un peu plus, qui avaient la bonne vingtaine, mais vraiment peu. Certains sont devenus actuellement des amis très très proches. Donc j'ai des amis qui ont l'âge de mon fils aîné. Et c'était absolument incroyable. C'était une nouvelle vie. C'était merveilleux parce que j'étais acceptée comme n'importe quelle étudiante. J'ai rencontré d'autres étudiants du même âge que moi et c'est vrai que parfois ça peut surprendre, mais c'est complètement accepté par tout le monde. Il n'y a pas d'idée Oui, on n'est pas dans des boîtes où avec les 18 ans, les 25 ans, les 40 ans et personne ne communique. C'est Là, ça, et puis vraiment, surtout, personne ne m'a dit tu recommences des études parce que tu as raté ta vie. C'est pas ça, je fais non, c'est un autre choix, voilà. Et ils le prennent vraiment comme ça et ils trouvent même ça formidable. Il y en a même qui m'ont dit moi j'essaye de convaincre ma mère de reprendre des études, donc je trouve ça vraiment très ouvert comme mentalité. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Moi, ça a été une renaissance. C'est ça. Ouais. Ouais, mais ça, je peux complètement l'entendre. Et les enfants, pour eux, comment ça s'est passé? Pas forcément bien pour tout le monde. Ouais. Mon fils aîné, lui, il était très très heureux de vivre ici, mais les études qu'il avait entreprises ne correspondaient pas à ses attentes. Donc il a dû repartir 1 an après la mort dans l'âme, mais il compte revenir se réinstaller une fois ses études terminées. Ma fille aînée, elle voulait pas partir, donc ça s'est forcément mal passé. Elle est repartie aussi au bout d'1 an en France, mais maintenant elle veut revenir. C'est vraiment extraordinaire. Et ma dernière fille, elle se sent vraiment très très bien ici. Elle est repartie 6 mois en France parce qu'à un moment elle a eu un doute quand elle voyait frère, sœur, père repartir. Et puis finalement, au bout de 3 semaines, elle m'a dit qu'elle voulait revenir, donc je vais... Fallait qu'elle termine là cette fois-ci. C'est ça, fallait qu'elle termine son année scolaire, mais c'est clair qu'ici c'est chez elle. Et moi, je suis toujours pas retournée en France depuis 2 ans et demi. Et est-ce que ça te manque? Ah non, pas du tout. J'ai une espèce d'appréhension. Je pense que j'ai vraiment été traumatisée par beaucoup de choses qui se sont passées en France. J'ai vécu des peurs, j'ai eu comme
la sensation d'avoir, de vivre quelque chose que mes ancêtres avaient vécu. Et ça m'a mise très très mal à l'aise. Tu étais entrepreneur en France? J'étais, je ne sais pas si on peut appeler ça entrepreneur, mais travailleur autonome, indépendant. C'est ça. Donc tu avais absolument. créé ton propre business, ça se passait bien, t'étais... Ah oui, ça se passait bien, voilà, c'est juste que la sensation d'avoir peur et d'être épiée, et puis je l'ai mal vécu. J'ai mal vécu cette arrivée au pouvoir, cette montée en puissance de l'extrême droite. J'ai mal vécu les attentats, puisqu'en plus ça a touché des lieux que je connaissais très très bien, dans lesquels j'ai grandi. J'ai mal vécu des manifestations qui sont terminées en pugilat, dans lesquelles je me suis retrouvée tout à fait par hasard et qui ont été vraiment très traumatisantes. Et je ne me voyais pas vivre dans la crainte et dans la peur comme ça, avec des enfants. C'est ça, avec des enfants et les élever là-dedans. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, on vit qu'une fois, alors... Et la famille, les amis, ils te manquent, vont venir te voir? Comment ça se passe, la communication avec 6 heures de décalage horaire? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Est-ce que vous avez réussi à établir ou bien... Non, ça se passe vraiment très bien. Internet, c'est magique. WhatsApp, FaceTime, Facebook, Messenger, tout ça, ça se passe super bien. Effectivement, certains de mes amis me manquent vraiment beaucoup. Mais j'ai cette espèce de blocage qui fait que c'est pas tout de suite que je vais retourner en France. C'est ça, il faut attendre que les choses s'apaisent un peu. Même en touriste. Ouais. Et alors après un DEC général, comment ça se passe en fait? Est-ce que maintenant tu as ta résidence permanente? Est-ce que quelles sont les démarches que tu as dû entreprendre pour Alors quand rester? Quand j'ai commencé mon DEC général, effectivement, je pouvais avoir la résidence permanente 9 mois après être diplômée. Seulement 6 mois après l'avoir commencé, les lois ont changé. C'est passé sur les DEC techniques uniquement et pas sur les DEC généraux ou dits préuniversitaires. Donc actuellement, j'ai fini mon DEC, j'ai eu ma graduation et je suis sur un visa post-diplôme. D'accord. Donc c'est un visa temporaire de 3 ans. D'accord. Mais je vais pouvoir demander ma résidence permanente au bout d'1 an en justifiant que je travaille dans mon champ d'études. D'accord. Donc que tu as trouvé un travail. Et est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum par rapport à ce travail? Non, il y a ni minima d'heures ou de salaire. Faut juste prouver que c'est pas une fois par mois. Ouais, puis que tu n'es pas en train de vendre des fruits et légumes quand tu as fait du théâtre et une spécialisation en théâtre à voilà. D'accord. Mais effectivement, il faut que ça soit dans le champ d'études. Donc, du coup, je travaille dans le français, puisque je fais du tutorat en français pour le cégep dans lequel j'étais. Donc, je fais de l'aide au français. Et puis, d'un autre côté, tout ce qui est tournage... J'ai monté aussi avec 4 autres finissants une troupe de théâtre. Donc on est en création théâtrale, ça rapporte pas, mais c'est un projet en cours. Et puis les tournages rapportent, et puis mon tutorat rapporte. Donc tout ça, ce sont des justificatifs que je vais pouvoir présenter pour ma demande de résidence permanente. C'est extraordinaire. Et tu as étudié ici, tu as étudié en France. Quelles ont été les différences que tu as ressenties par rapport à la façon dont on forme en fait les étudiants ici et le regard qu'ont les professeurs, l'échange avec les professeurs aussi, que tu aies 40 ans ou 17 ans C'est radicalement opposé. Le système français est très archaïque, selon moi. Le système français va mettre les professeurs en position très supérieure par rapport à l'élève. Évidemment, c'est le cas aussi ici, c'est le professeur qui dirige, oui. Mais on va tutoyer les professeurs. Voilà. Mais en même temps, ici, tout le monde se tutoie, mais on va tutoyer les professeurs et puis surtout, il va y avoir une accessibilité. Les professeurs sont réellement là pour nous aider. Donc, ils sont à leur bureau.
Ils donnent leur numéro de poste aux étudiants, ils donnent leur numéro de bureau. On peut aller les voir dès qu'ils y sont ou prendre rendez-vous. Ils sont réellement là pour nous aider. Vous savez, je travaille dans un service d'aide en français. C'est un service qui est gratuit pour les étudiants. Moi, je suis payée, mais pour eux, c'est gratuit. Ça veut dire qu'un étudiant qui a des problèmes de grammaire et d'orthographe peut venir là où je travaille et demander une aide soit ponctuelle, soit hebdomadaire. Moi, j'avais 5 étudiants qui venaient 1 heure par semaine pendant 10 semaines. Et ça, c'est gratuit. Et ça existe en maths, en philo, en langue. J'ai appris récemment également qu'il y avait également un autre service spécialement conçu pour ceux qui avaient échoué une fois à l'épreuve uniforme de français, qui est obligatoire, c'est obligatoire effectivement au Québec, pendant le DEC. Ceux qui ont échoué à cause de leur structure en français et n'ont pas des problèmes de grammaire ou d'orthographe peuvent être suivis également de façon hebdomadaire par un professeur. Là, c'est pas un tuteur, c'est un professeur, totalement gratuitement. J'ai pas le souvenir d'avoir rencontré ça en France. Là, c'est payé par le cégep, c'est payé par l'État. Ouais, non, mais j'entends et je rigole parce que je ne peux que faire des reproches au système scolaire français avec mes 4 enfants et puis avec ma propre expérience personnelle en tant qu'enfant étudiante où je suis un traumatisme de l'école. Je ne reprendrai jamais d'études dans ma vie, même si j'ai rêvé d'être psychologue, même si j'ai rêvé de plein de choses pour moi. Je suis traumatisée à vie par l'école. Ouais, moi ça m'a réconciliée. Voilà. C'est exactement ça. Voilà, peut-être qu'il faudrait que j'aille me faire effacer le cerveau, je ne sais pas. Et c'est vrai que mes 4 enfants qui ont souffert à l'école, mais à un point, après, peut-être que je suis une mère louve, très attentive, qui vit très fortement les émotions des enfants, mais en tous les cas, voilà. Et puis j'ai vu des résultats sur d'autres enfants, des critiques. Je trouve qu'effectivement, le système scolaire français est complètement à revoir. Et effectivement, je trouve que la disponibilité des professeurs est incroyable. Le fait de se mettre à disposition, même eux restent pour des séances de tutorat en secondaire. Pour les élèves, sur l'heure du midi, ils restent dans leur classe. Les récupérations. Il y a des récupérations. Pour tout ce qui est, dès qu'il va y avoir des examens, ils leur donnent toutes les questions qui sont en rapport avec l'examen pour que du coup les enfants apprennent, sachent de quoi ça va parler. Alors peut-être que la question sera tournée différemment, mais le sujet est là. Il n'y a pas de question piège, il n'y a pas de... Je me rappellerai toujours comme ça d'une question bonus d'un de mes enfants qui était supposé leur faire gagner du point et qui avait fait perdre des points finalement, qui a été sortie comme ça dans le cours, qui n'avait jamais été notée nulle part. Et l'enfant perd 5 points. Enfin, on essaye toujours d'aller piéger l'enfant. Je trouve que voilà, c'est... Là, il y a vraiment beaucoup d'aide dans le système québécois et c'est vraiment la très grosse différence. Vraiment la très très grosse différence. Ça m'a sauté aux yeux. Effectivement, moi qui étais une élève qui a eu un parcours assez atypique en France, justement parce que j'avais du mal avec le système. Là, je me suis vraiment réconciliée avec les études. Je me rappelle que lors de la fin de mon premier cours de français 1, là, mon dernier cours, la professeure était tellement contente d'avoir eu cette session avec nous qu'elle a chanté pour nous. Et elle a pleuré, j'ai pleuré, tout le monde pleurait. C'était magnifique. Et puis, je lui ai dit que si seulement elle avait pu être ma prof quand j'étais au secondaire, ça aurait certainement changé toute ma perception des études. Et ça, c'était à ma première session. Et puis, j'en ai eu 3 autres derrière. Et tous les profs étaient comme ça. J'ai trouvé ça assez fabuleux.
Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au cégep, c'est sur une année, il y a 2 sessions qui correspondent à comme des semestres en fait. Oui, c'est la session d'automne, donc ça. qui va de fin août jusqu'à mi-décembre. Et ensuite, il y a la session d'hiver qui va de fin janvier jusqu'à fin mai. Voilà, et en fonction du nombre d'années d'études, il y a un nombre de sessions. Donc 2 ans, c'est 4 sessions, 3 ans, c'est 6 sessions. Donc voilà. Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui souhaitent arriver ici en famille ou même seuls, qui s'ils viennent en famille vont aller mettre leurs enfants à l'école, faire un choix d'école française ou québécoise, système français ou système québécois, est-ce que tu aurais des conseils à donner qui t'appartiennent, sur lesquels effectivement on va essayer de ne pas faire de généralité, ce que l'on explique depuis tout à l'heure nous appartient, vous prenez et vous laissez ce que vous voulez. Quel conseil, un petit mot comme ça pour terminer sur la fin Quand on est arrivé ici, j'avais choisi un système français pour mes enfants, mes 2 filles qui, en France, étaient respectivement en 4e, en 5e et en 3e. Voilà. D'accord. Donc, je m'étais dit, si elles avaient été en primaire, la question ne se serait même pas posée, c'était le système québécois directement. Mais là, la question s'était posée parce que je me suis dit, là, comment je vais faire quand elles vont arriver ici, dans l'équivalent d'une 4e et d'une seconde, c'est un peu tard pour les changer de système. Donc, je les ai mises dans l'une des 2 écoles françaises. Française, système français de France. Oui, c'est ça. En fait, on avait l'impression d'être dans un bout de France. C'est vraiment comme si on était dans un consulat. C'est-à-dire que tout ce qui était dans cette école, ça se passait exactement comme en France. Donc, les professeurs avaient la même attitude que les professeurs en France. Et puis, tout était identique. Ça s'est, pour mes enfants, très très mal passé. Mais vraiment très très mal. Je m'en suis mordu les doigts. J'en connais pour lesquels ça se passe très bien. Oui, moi aussi, je connais des Français qui sont installés ici et pour qui... Mais j'ai les deux. Voilà, donc moi, ça s'est vraiment très très mal passé. Il y a ma fille aînée qui est repartie, mais qui veut revenir ici en cégep. C'est ça. Voilà, et puis ma fille actuelle qui est ici, je veux dire, est en secondaire 4 en système québécois. Donc la secondaire 4, c'est l'équivalent de la seconde en France. Et elle est vraiment contente parce que même la mentalité des élèves est différente. La mentalité de l'école est différente, des professeurs, le mode d'enseignement, mais également l'ouverture d'esprit et la tolérance. Il y a même écrit dans son carnet de texte que la tolérance est obligatoire, qu'ils n'accepteront aucune intolérance, qu'il fallait s'ouvrir aux autres. C'est écrit dans son cahier de texte à la 3e ou 4e page. J'ai trouvé ça incroyable. Et c'est réellement comme ça. C'est vrai que c'est réellement comme ça et j'ai pu échanger avec ta fille qui est ici. Et je me souviens lorsqu'elle a fait son changement entre être repartie en France et puis finalement elle s'est rapidement rendue compte qu'elle voulait revenir ici. Et je me rappelle lui avoir posé la question et lui avoir dit mais pourquoi ce changement, pourquoi cette évolution? Et c'était vraiment le jugement. C'est-à-dire que sa plus grosse souffrance par rapport à ses études en France, c'était le regard de l'autre et le jugement qui était fort. Alors qu'ici, on ne le ressent pas du tout. Et c'est vrai que tu parlais de renaissance. Je pense que de nombreuses personnes qui arrivent ici vivent cette renaissance. Et effectivement, il y a... une ouverture d'esprit, une liberté. Elle s'est fait couper les cheveux, elle avait les cheveux longs, elle s'est fait couper les cheveux courts en France. On l'a regardée de travers à l'école et on lui a fait des remarques extrêmement désobligeantes et ça a été vraiment très très dur. Ici, on a les cheveux bleus, on a les cheveux verts, on a les cheveux courts, on n'a pas de cheveux. Tout le monde s'en moque. C'est ça. C'est ça. Donc l'ouverture est là et la tolérance est là et
J'ai dû partir en Europe, mais pas en France, au mois de juin. J'ai fait une escale à Roissy pendant 1 heure. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et quand je suis remontée dans l'avion, pour la première fois de ma vie, j'avais fait déjà pas mal de voyages avant, même quand j'habitais en France, je me suis dit, je rentre chez moi. C'est chez moi, Montréal. Oui, c'est toujours le sentiment que j'ai également. Écoute, merci Myriam pour ce partage fort. On ne vit pas tous cette même situation, on n'a pas tous ce même ressenti. Chaque expérience est différente. Donc voilà, dans ce qu'on aura partagé avec vous aujourd'hui, il y a des choses à prendre et à laisser. Il y a des choses dans lesquelles les gens se retrouveront ou pas. Mais vraiment, merci pour ce joli partage d'expérience. Merci de m'avoir invitée. Et écoute, plein de belles choses dans ta vie ici au Canada. C'est bien parti. Merci Géraldine. L'Instant Coach vous est présenté par HPL Coaching avec Hélène Le Gallet. Bonjour Hélène. Bonjour Géraldine. Alors, comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, je vais bien. Et je suis ravie de vous retrouver. Quel est le thème du jour ? De quoi comptes-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, le thème du jour, aujourd'hui, c'est... on est sur des bases. On est sur du simple, là, ça n'a rien d'exceptionnel. En particulier aujourd'hui, c'est l'importance de communiquer. En effet. Ça me semblait évident, puis je ne te le cache pas, tu le sais, je suis dans le coaching, l'accompagnement, et forcément, qu'est-ce qu'on fait ? On communique. Et puis surtout, j'adore ça. Et ma réflexion était de partager là-dessus, de où est-ce qu'on en est de notre niveau de communication, notre niveau d'échange quand on est dans un projet de changement. Que ce soit personnel ou professionnel, que l'on soit une entreprise, que l'on soit un particulier, où est-ce qu'on en est ? C'est vraiment important de bien communiquer son changement, de partager avec son groupe, que ce soit son groupe entreprise ou son groupe famille. Dans un changement, il faut un degré d'adhésion de l'ensemble pour que ça marche. Est-ce que dans le groupe qui vous suit, votre environnement proche, votre famille, tout le monde a le même niveau d'adhésion ? Qui en est où, qui en pense quoi, qui décide, que ce soit un adolescent, que ce soit un enfant, que ce soit le conjoint. Et dans cet univers-là, je trouve que c'est intéressant et important de se poser, de faire une pause et de se dire où est-ce qu'on en est chacun par rapport à ça. À l'image un petit peu, surtout pour ne pas se retrouver dans l'univers de la tour de Babel et de ne pas se comprendre. L'idée, c'est d'avoir un langage commun. Et échanger, communiquer, c'est aussi lever les freins, lever les résistances pour susciter l'adhésion de l'ensemble du groupe. Et puis bien communiquer, c'est aussi quelques bases et de manière très simple et très humble parce que ça peut aller beaucoup plus loin que ce que je vais énoncer. Les bases de la communication, on va être dans la bienveillance, on va être dans le non-jugement, on va être dans l'écoute de l'autre et finalement aussi l'écoute de soi. Et l'importance de bien choisir le bon moment. Pour mettre en place un dialogue, je dirais, positif. Et puis parfois trouver un terrain de négociation, si besoin, avec toute l'honnêteté qui est nécessaire. Et je terminerai juste, parce que c'est un gros sujet quand même, Géraldine, mais en tout cas c'est une sensibilisation aujourd'hui très humble, très simple sur communiquer avec vos proches sur votre changement, sur votre projet. Et surtout, je terminerai avec une citation de Bernard Werber qui dit tout simplement « Entre ce que je pense, entre ce que je veux dire, entre ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Je te remercie et je vous remercie. Au revoir. Merci Hélène. C'est fabuleux. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'art de bien communiquer, comment communiquer en famille, en entreprise, faites appel à Hélène. Elle vous permettra de vous éclairer et d'apporter des petites lumières dans vos réflexions de communication, dans la construction d'un projet qui soit effectivement lié à l'immigration ou même professionnel une fois que vous êtes ici. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir Hélène. Au revoir.